Chers auditeurs, vous êtes bien sur Fréquence Orage d'Acier, l'émission web de la Révolution conservatrice. Je reçois aujourd'hui Alexandra Preval. Bonjour. Et j'ai la joie et l'immense honneur de recevoir également Philippe Champ. Bonjour à tous. Qui a été chroniqueur sur Mondévy. Il nous accompagne, certains des camarades, depuis plusieurs années et qui est notre maître à tous. Nous allons parler aujourd'hui de politique d'abord, donc la fameuse maxime de Charles Maurras, sur laquelle il y a énormément à dire. Alors Philippe, je me permets de vous demander d'introduire. Je vous remercie. Je vous remercie. Ce qui m'a frappé, parce que j'ai quand même une certaine expérience de la vie politique, ce qui m'a frappé, c'est que des chroniqueurs parmi les plus clairvoyants aujourd'hui soulignent, selon certaines formules, l'éclipse du politique, l'affaissement du politique, la disparition du politique, la mort du politique, tout cela remplacé par tout à fait autre chose que nous verrons tout à l'heure. Peut-être, pour résumer la chose, reprendre la formule de ce misérable Saint-Simon qui disait qu'il fallait envisager le remplacement du gouvernement des hommes par l'administration des choses. Remplacer le gouvernement des hommes, qui est la finalité même du politique, puisque le gouvernement des hommes, c'est ce qui doit aboutir au bien commun, lequel bien commun secrète de lui-même le bonheur des individus. Remplacer cela par l'administration des choses, l'homme étant désormais considéré comme devant se fondre, en quelque sorte, dans un pragmatisme purement matériel. Alors, je voudrais à cet égard souligner trois choses qui font partie de mon expérience politique. Je crois que c'est dans son livre La démocratie religieuse, Maurras raconte qu'au moment des inventaires, en 1905, on avait demandé à l'Action française d'ailleurs, enfin les militants d'Action française avaient demandé à Maurras s'il était opportun, étant donné qu'eux s'occupaient essentiellement de politique, s'il était opportun qu'ils participassent aux actions menées aux portes des églises pour empêcher les gendarmes de l'époque d'y pénétrer et de procéder aux inventaires. Alors Maurras avait répondu oui, d'accord, mais il faut être au premier rang. Dans son esprit à lui, ça signifiait bien qu'il s'agissait là d'une opération de nature politique. Alors, il raconte dans son ouvrage l'anecdote suivante, c'est qu'à la porte d'une église, évidemment, les camelots du roi qui étaient au premier rang et qui faisaient le coup de poing avec les gendarmes crièrent « À bas la République, vive le roi !» Et naturellement, la foule catholique qui était entraînée derrière criait en même temps « Non, pas de politique, nous sommes là dans un combat de nature purement religieuse. » Et alors Maurras dit, il y avait une vieille dame royaliste qui intervint et qui dit « Ils me font bien rire avec leur pas de politique. Est-ce que si nous avions le roi, nous serions là en train de nous battre à la porte des églises ?» C'est-à-dire, et l'on voit très bien où veut aboutir Maurras, on voit très bien que le problème des inventaires ne fut posé que parce qu'il y avait en France un gouvernement républicain, lequel gouvernement républicain n'était inconciliable avec une certaine forme de la liberté de l'Église. Et les deux autres anecdotes, qui sont des anecdotes vécues par moi-même, et qui sont exactement semblables à celles racontées par Maurras en 1905, la première, ça concerne le moment où on discutait de la loi Veil. Donc il y avait eu une forte manifestation d'opposition à la loi sur l'avortement, et jusqu'à la Chambre des députés. Et à un moment donné, devant cette foule qui protestait contre l'hypothèse de la loi sur l'avortement, était sorti de l'Assemblée nationale, était sorti Michel Debré. Alors, ceux qui étaient au premier rang se sont mis spontanément, car Michel Debré, sans doute, il était nataliste, d'accord, mais il a été l'un des hommes
les plus néfastes pour la France depuis la fin de la guerre. Il faisait partie des réseaux gaullistes depuis la fin de la guerre, et on connaît son rôle abominable dans la question algérienne. Donc spontanément, la plus grande partie des gens du premier rang se sont mis à siffler Michel Debré. Réaction automatique de la foule autour: non, non, pas de politique, pas de politique, nous sommes là pour défendre des valeurs qui ne concernent pas la politique, les valeurs de la vie, etc. Là aussi, même chose. Est-ce qu'on aurait été obligé de faire des manifestations pour empêcher la légalisation de l'avortement si, à la place d'avoir la République, dont je vous laisse le droit pour laquelle je vous laisse le droit de trouver un qualificatif in petto, si à la place de cette République, nous avions le roi très chrétien, c'est une évidence. Eh bien, et plus récemment encore, et c'est peut-être encore plus effrayant concernant l'inefficacité de nos actions, c'est à propos de ce qu'on a appelé la manifestation pour tous, la manif pour tous, donc sur l'avenue de la Grande Armée, où les organisateurs avaient bien veillé à respecter les directives du pouvoir en place, surtout ne débordez pas de la place de l'Étoile. À un moment donné, s'est présenté un hélicoptère de gendarmerie, et les animateurs qui étaient sur un podium près de l'Étoile disent: ah, voici nos amis policiers qui arrivent, agitez vos drapeaux pour montrer à quel point nous les estimons, ils font un travail magnifique, etc. Et j'ai entendu des gens autour qui disaient, et je le pensais moi-même: je ne suis pas venu ici pour applaudir les flics. Eh bien, c'est la même chose, c'est-à-dire que dans les trois cas que je viens de citer, le combat légitime, j'entends bien, le combat légitime mené par les manifestants s'est refusé à sa dimension politique. Et ce faisant, il s'est rigoureusement condamné à l'inefficacité. Le combat efficace, c'est un combat politique remontant aux causes de nos maux, et la cause de nos maux, et en particulier des trois maux dont je viens de parler, la cause de nos maux, c'est le système républicain qui, se refusant à mettre en place les conditions du bien commun et en les remplaçant par de l'idéologie, empêche la cité, empêche la stabilité de la cité, empêche l'efficacité de la cité vis-à-vis des hommes qui la constituent. Alors, je voudrais soumettre, cher Philippe Champ, à votre attention une question. Vous parlez beaucoup de la République comme régime qui s'opposerait notamment à la monarchie. Pourtant, vous avez cité Saint-Simon en début d'émission, parlant du remplacement du gouvernement des hommes par l'administration des choses. Cette administration des choses a un nom aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la gouvernance. C'est même le sens très précis de ce mot. La gouvernance, c'est la gestion du domaine par la gouvernante, enfin, c'est la gestion de la maison par la gouvernante. Nous sommes donc dans une période de gouvernance. Nos gouvernants n'ont plus que ce mot de gouvernance et non plus de gouvernement à la bouche. Et d'ailleurs, si je puis me permettre, on a vu le glissement, enfin l'apparition de ce terme de gouvernance qui a remplacé en fait le terme de technocratie, qui disait peut-être plus précisément la chose, qui est le pouvoir des techniciens, des spécialistes, qui évacue la question de la volonté et donc du politique. Et d'ailleurs, oui, absolument. Et ce terme de gouvernance est directement issu du monde de l'entreprise, des grandes entreprises, notamment multinationales, et des techniques de gestion qui viennent directement des États-Unis notamment, et ce qu'on appelle les business schools. Donc l'État devrait être géré, c'est bien ça, il s'agit de gérer l'État, de gérer les crises, de gérer en permanence, et non plus gouverner, gérer comme une grande entreprise, destinée malheureusement pas pour nous à générer du profit, et non plus à gouverner des hommes et à avoir une action politique. Mais donc, ma question est celle-ci. Est-ce qu'on est même plus, on est au-delà du stade républicain, j'aimerais dire. L'État n'est même plus en train de saper les fondements. J'ai l'impression qu'on a fini, la politique a été démolie par la République et nous sommes rentrés dans cette phase de gouvernance.
Oui, je suis conscient en vous entendant qu'il y a quelque chose de peu clair et même un peu contradictoire dans ce que j'ai dit. C'est que le remplacement du gouvernement des hommes par l'administration des choses, qui s'est effectivement appelée technocratie, dont l'ENA, l'École nationale d'administration, est une des manifestations les plus perverses, peut être devenue gouvernance. Le mot me paraît bien significatif en provenance de la manière de gérer des entreprises. Donc cela que nous avons bien déjà souligné, en réalité va de pair avec quelque chose, avec un autre élément qui lui est fait pour les gouverner, pour les administrer. C'est le remplacement de la politique, non pas par l'administration des choses, mais par une idéologie de substitution à fondement moral. Il ne faut pas séparer les deux aujourd'hui, car quand le gouvernement français d'aujourd'hui prend une décision, par exemple, en matière de politique étrangère, il fait référence non pas du tout aux intérêts de la France, c'est-à-dire pas du tout aux intérêts du peuple français, mais par rapport au respect d'un certain nombre de règles de nature morale. C'est nous que d'un côté on accuse de vouloir établir un certain ordre moral, c'est d'ailleurs une erreur évidemment totale, mais d'un autre côté on nous impose des valeurs que nous sommes supposés accepter, assumer, respecter universellement. Ce sont des normes de nature morale. Monsieur Bachar el-Assad est attaqué par la République française, non pas du tout parce que sa politique contrevient aux intérêts français, mais parce que M. Bachar el-Assad est supposé ne pas respecter dans son gouvernement des normes morales qui sont celles auxquelles la République française prétend elle-même se soumettre. Il en va exactement de même pour toutes les lois qu'on appelle d'un néologisme affreux, mais je suis trop fatigué pour en trouver un autre. Les lois sociétales, je le mets entre de multiples guillemets, où le but recherché par ces lois n'est pas du tout la réalisation des conditions du bien commun, mais la satisfaction d'un certain nombre de présupposés de nature morale qui sont supposés satisfaire à des communautarismes divers. Et c'est ainsi que, par exemple, ce qu'on appelle le mariage pour tous, c'est-à-dire la légalisation des unions entre sodomites, n'est évidemment pas faite pour satisfaire le bien commun, c'est fait pour satisfaire une coterie. Et lorsque la Chambre des députés, tout récemment, vote à la quasi-unanimité le droit à l'avortement comme étant un droit fondamental, et non plus, même comme dans la loi Veil, une exception à des situations supposées dramatiques, le but de l'opération n'est évidemment pas le bien commun. Le but de l'opération, c'est de mettre en œuvre un présupposé qui est celui de la disposition de chacun, la disposition de son propre corps qu'est supposé avoir chacun de nous. Oui, Alexandre Cheval. Je crois que, Julien, vous allez faire une chronique en fin d'émission sur Carl Schmitt. Et ce que disait Philippe Champ désigne, selon moi, un véritable glissement. Schmitt considère que l'un des critères du politique, c'est la distinction entre l'ami et l'ennemi. Cette distinction se faisant à l'aune des intérêts bien compris de l'État, ou en tout cas de la communauté politique, qui va ainsi désigner ses amis et ses ennemis. Permettez-moi de vous interrompre. À propos de Carl Schmitt. Carl Schmitt, effectivement, parmi les présupposés du bien commun, met en place éminente la distinction entre l'ami et l'ennemi. Mais il y en a 4, mais il y en a une que je veux souligner parce qu'elle continue le propos que j'ai commencé, c'est-à-dire la distinction du privé et du public. Le pouvoir étant présupposé, évidemment, la distinction de l'ami et l'ennemi, qui est tout à fait fondatrice, le pouvoir politique ne peut concerner que ce qui concerne, pardon, excusez-moi de la répétition, ne peut agir que dans le domaine qui concerne le domaine public.
Dès lors, comme nous venons de le dire, qu'il s'agit de satisfaire des avantages privés, dès lors on sort de la politique pour entrer dans toute autre chose. C'est pas seulement la négation ou la transformation, la dénaturation de l'ami et l'ennemi, c'est la confusion destructrice du privé et du public. Je vous rends la parole, cher Alexandre. Oui, mais en plus, votre propos ne fait que souligner ce que je voulais dire. Donc nous passons d'une saine distinction entre amis et ennemis, qui est l'une des distinctions fondatrices du politique, à ce qu'on pourrait appeler la distinction des copains et des vilains. Le vilain Bachar el-Assad a maltraité son peuple. Le vilain Kadhafi voulait maltraiter une partie de la population qui en fait était des islamistes radicaux. Le vilain Vladimir Poutine ose se dresser face à des gentils, à nos copains. De même, en politique intérieure, vous avez parlé de la question du mariage pour tous, ça serait vilain de refuser à deux hommes de s'aimer. Pourquoi est-ce qu'on leur refuserait ce droit ? Après tout le monde a bien le droit de s'aimer de manière égale. Donc il y a un glissement fondamental entre une distinction importante et une distinction qui est purement morale. Je voudrais ajouter un point, parce qu'on parle... en fait, tout est à l'aune de ces distinctions actuellement. On parle beaucoup ces derniers temps du dérapage, entre guillemets, de Danny Morano, qui n'a fait que citer les propos du général de Gaulle, qui lui-même considérait que la France était notamment un peuple de race blanche. Voilà qu'on jette l'anathème sur une phrase parce qu'on parle de la race des gens. Mais finalement, la race des gens, certes, c'est important parce que c'est la chose qui apparaît en premier, mais au regard des enjeux politiques, ce n'est que d'une importance assez faible. Aujourd'hui, nous discutons de la couleur des gens. Hier, à Byzance, les mêmes discutaient du sexe des anges, alors que les murs allaient tomber. Cher Philippe Jean, vous pourrez nous redire cette phrase de Maurras sur Syracuse, qui explique bien le primat du politique sur tout le reste. Les considérations morales, les considérations théologiques sur le sexe des anges, par exemple, sont certainement très intéressantes. Les discussions théologiques sont d'un très grand intérêt et peut-être sont-elles les plus élevées dans le champ possible des discussions humaines. Simplement, pour que cela soit possible, il faut encore d'abord commencer par repousser les barbares aux portes de Byzance. Les considérations de race au sein de l'humanité sont peut-être d'un très grand intérêt. Est-ce qu'on doit ou non employer ce genre de mots ? Est-ce que la France est ou non un pays de race blanche ? C'est une vraie question, quelque chose d'intéressant qu'on pourrait débattre. Mais pour autant, il s'agit aujourd'hui de lutter non pas contre des gens de race noire ou autres, mais contre des envahisseurs qui viennent par centaines de milliers, ou en tout cas par dizaines de milliers, et demain par millions, et qui mettent dramatiquement en cause les conditions même de la survie du peuple français, peu important sa couleur. Voilà l'état où nous en sommes de nos discussions morales, pleines de bons sentiments. Les gens qui nous dirigent, qui ont pour fonction de nous diriger, qui malheureusement ne nous dirigent pas, me font penser à des prêtres. Ils ont raté leur vocation. Ils auraient dû faire curer, parler de ce qu'il faut faire, avec qui on doit coucher, avec qui on doit être gentil, comment il faut se tenir, etc. etc. Ces gens sont des curés, pour paraphraser Chesterton parlait des idées chrétiennes devenues folles. Là, ce sont des curés devenus fous, avec une morale totalement folle, mais en rien, ce ne sont des politiques. Sur cette question précise, il y a un film assez amusant et que je recommande à nos auditeurs, qui s'appelle « Les Chinois à Paris ». Le scénario, c'est la Chine maoïste qui a envahi la France. Et alors, il est très marrant, il y a beaucoup de choses dans ce film. Il y a notamment un personnage donc, qui est curé avant l'invasion chinoise, donc qui a défroqué pour devenir commissaire politique. C'est assez emblématique de ce dont parlait Alexandre Preval. Mais on peut, compléter ce que vient de dire Alexandre Preval, parce que nous sommes
effectivement au cœur du problème. À la place de commencer par les 3 anecdotes de 1905, 1973 et 2012, je ne sais plus trop, j'aurais pu effectivement commencer par la citation de Maurras. Si les remparts de Syracuse tombent, Archimède est égorgé. C'est une maxime que l'on devrait écrire en lettres d'or à l'entrée de l'école de sciences politiques et de l'ENA. Si les remparts de Syracuse tombent, Archimède est égorgé. La condition même du travail libre et efficace d'Archimède, c'est évidemment qu'il existe une cité. Et la cité, c'est des conditions de vie pratiques qui supposent que l'ennemi n'entre pas dans les murs. Si l'ennemi entre dans les murs, c'est terminé, il n'y a plus de cité. Cher Alexandre, vous disiez également une très profonde vérité en assimilant les hommes politiques modernes à des espèces de prêtres. Nous, comme je le disais tout à l'heure, on nous accuse de vouloir rétablir l'ordre moral. C'est une formule très malencontreuse qui avait été lancée par le vice-président du Conseil à l'époque de MacMahon en disant que le nouveau gouvernement se consacrerait au rétablissement de l'ordre moral. On comprend ce que voulait dire, c'était le duc de Broglie, si je me souviens bien. On comprend ce qu'il voulait dire, ce duc de Broglie. Mais l'ordre qu'il voulait rétablir, fondamentalement, n'était pas de nature morale. Il était de nature sociale. C'est-à-dire que soit respectée dans l'État, par exemple, la première de toutes les vertus naturelles, qui est la vertu de justice. Et la vertu de justice est une vertu qui concerne la collectivité. Alors que ceux d'aujourd'hui nous imposent des critères qui sont bel et bien de nature morale. Ce n'est pas la morale au sens où on l'entend traditionnellement, mais c'est la morale dans le sens où il ne s'agit pas des conditions du bien commun. Il ne s'agit pas de satisfaire aux conditions du bien commun. Il s'agit de satisfaire à des exigences de nature morale qui concernent des particuliers. Alors, vous disiez tout à l'heure, en parlant de ce mariage pour tous, pourquoi deux hommes n'auraient-ils pas le droit de s'aimer? À dire vrai, si 2 hommes s'aiment, ce n'est pas le travail de la société. 2 hommes s'aiment, si c'est clandestin, on peut certes éviter les choses, bon. Mais ce que je veux dire, c'est que nous ne revendiquons pas, pas du tout, de pénétrer dans la morale privée. Nous ne revendiquons pas du tout d'interdire les relations privées. Ce qui nous concerne, nous, c'est l'ordre social, c'est-à-dire que le mariage proprement dit concerne l'homme et la femme. Si des hommes veulent se lier entre eux, si des femmes veulent se lier entre elles, cela, à la limite, ne concerne pas la cité. La cité, elle est garante des conditions du bien commun, et parmi les conditions du bien commun, l'une des plus fondamentales, c'est le remplacement des générations. C'est en ce sens, et pas du tout dans un sens moral, je le répète, pas du tout dans un sens moral, que nous devons nous opposer à la légalisation du mariage entre invertis. Je ne veux pas du tout qu'on nous entraîne sur un terrain de nature morale. C'est très fâcheux naturellement, mais il n'empêche que c'est ceux qui veulent nous imposer le mariage entre invertis qui font de la morale. Ce n'est pas nous. Nous ne revendiquons que les conditions du bien commun. Est-ce que la chose paraît claire ? Avant la pause musicale, on peut peut-être revenir sur un point précis que vous évoquiez, Philippe Chouan, dans vos anecdotes, qui est la question de la police et de la gendarmerie, qui est une question qu'on a vue de manière flagrante au moment des manifs pour tous. Et c'était assez incroyable de voir le soutien que la police pouvait recevoir de la part des manifestants. La police qui se prétend encore force de l'ordre, alors qu'elles ne sont que les forces du désordre. Alors elles sont les forces de l'ordre si on admet l'ordre uniquement comme ordre public au sens du droit administratif, c'est-à-dire que certes il n'y a pas de débordement dans les rues. Et encore, là est soumis à caution, la manifestation des policiers d'il y a quelques jours, place Vendôme devant le ministère de la Justice, devant le garde des Sceaux occupé actuellement par la sinistre Madame Taubira, est une preuve d'ailleurs de la déliquescence totale
des forces de l'ordre, mais aussi de l'ordre public au sens même du droit administratif. Moi, je ne peux que me réjouir du fait que la police se dresse contre le gouvernement. C'est un signe de fin de régime qui ne peut que plaire, vu l'état justement de ce régime et ce qu'il fait justement pour le bien commun. Si je peux me permettre de donner un petit conseil au gouvernement, excusez-moi de vous interrompre Alexandre, c'est de ne pas oublier de bien verser leur solde à toutes les forces armées, que ce soit la police, la gendarmerie ou l'armée. Oui, c'est plus important pour eux que de payer les innombrables armées de réserve du capitalisme qui se déverse chaque jour dans notre pays. Cela dit, donc en dehors de la constatation du désordre actuel, on ne peut, vous avez tout à fait raison, on ne peut pas prétendre que les forces dites de l'ordre soient des forces de l'ordre justement de manière tautologique parce qu'elles en portent le titre. Il faudrait pour cela qu'elles soient au service d'un régime qui lui-même soit ordonné au bien commun. Or, notre régime actuel, la République française, mais plus largement l'Union européenne et le règne, pour faire simple, des trusts et du capital apatride et sans frontières, n'est en rien orienté au bien commun, mais simplement aux intérêts très particuliers de quelques firmes, et donc en fait, in fine, d'actionnaires et d'agents privés. Moi, je ne conteste pas le droit qu'ont certaines personnes de faire des affaires et d'essayer de dégager du profit en se lançant dans l'aventure entrepreneuriale ou autre, mais l'intégralité de la société est aujourd'hui ordonnée à cette simple recherche de profit. La preuve en est que strictement tous les hommes politiques n'ont qu'un seul mot à la bouche, s'agissant d'économie, c'est celui de croissance. Je ne vois guère le rapport entre l'objectif d'un État et la croissance de l'économie du pays contrôlé par le dit État. L'État n'a rien à voir, très peu en tout cas, avec l'économie. Il peut intervenir dans des enjeux stratégiques qui sont nécessaires justement à la préservation de l'ordre. On peut parler de certaines industries militaires hautement stratégiques, mais l'État n'a en rien à intervenir massivement dans l'économie. Donc on a là une autre contradiction. On a d'un côté la moraline toute prête de nos nouveaux curés, et de l'autre en fait l'intérêt froid et calculateur de l'homme rationnel du marché, mais qui en fait n'existe pas. C'est simplement quelques grandes firmes qui ont mis la main sur l'État et d'ailleurs rachètent à vil prix nos fleurons. Oui, ça me paraît un point essentiel. Le but de la politique n'est pas d'assurer la puissance et l'opulence des firmes, elle est d'assurer le bonheur des gens. Et quand on parle de croissance, vous le soulignez très bien, et je pense qu'il faut insister là-dessus, quand on parle de croissance, on met tout à fait de côté l'avantage que devraient avoir les particuliers à partir de cette croissance. La croissance, elle est faite pour augmenter la richesse des banques, la richesse des multinationales. Elle n'est pas faite pour faciliter la vie quotidienne des particuliers. Or, c'est bien cela, quand Aristote dit que le but de la politique est de rendre les hommes heureux, il parle des hommes. Il parle des hommes, il ne parle pas des institutions financières, il ne parle pas des banques. D'ailleurs, il faudrait revoir les perspectives économiques d'Aristote, nous aurions certainement beaucoup à en tirer. Donc, cette fameuse croissance dont vous soulignez à juste titre qu'elle est comme l'horizon final de tous ces gouvernements, ne concerne pas le bonheur des gens. De la même manière que les lois, je le répète entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, sociétales de ce gouvernement, ne concernent pas le bonheur des gens. Dans un cas, il s'agit d'avantager financièrement les multinationales et les banques, ainsi qu'on le voit très bien dans les affaires financières actuelles concernant l'Union européenne, la Grèce, etc. Et de l'autre côté, il s'agit de satisfaire un certain nombre de principes que je qualifie nettement de moraux, c'est-à-dire des revendications individualistes en dehors de ceux qui assurent l'équilibre de la cité des hommes.
Chers auditeurs, nous nous retrouvons après la pause musicale.
Chers auditeurs, nous venons d'écouter Lully, Plaude Laetare Gallia. Donc Lully qui est une musique éminemment politique, s'il en est. Je voulais, après cette pause musicale, revenir sur ce que nous disions, sur les relations entre politique d'une part, entre morale et économie de l'autre. Je pense que tous ces problèmes procèdent d'une même cause, qui est en fait la confusion entre les ordres. Et donc, la morale se substitue aux politiques, d'un côté, ce qui amène le mariage dit pour tous. De l'autre, l'économie se substitue également aux politiques, ce qui amène l'espèce de mantra sur la croissance qui doit revenir, qu'on ne retrouve plus, comme si c'était l'alpha et l'oméga de l'économie, ce que je ne pense pas être, mais ça mériterait peut-être une émission à part entière, mais encore pire, comme si c'était l'alpha et l'oméga de la politique. Alexandra Preval. Oui, absolument, d'autant qu'il y a confusion entre les ordres entre eux, ordres politiques, économiques, religieux, moraux, mais aussi confusion au sein de ces ordres-là. Vous parliez de l'économie. L'économie a pour but d'assurer au mieux la prospérité de chacun. Ça semble être une définition acceptable. Pour autant, le système dit de croissance que nous connaissons actuellement a pour objectif clair de donner un maximum à un petit nombre au détriment du grand nombre, notamment par la destruction d'emplois, la quête de rentabilité permanente et par définition un système destructeur d'emplois. Or, l'emploi disparaissant, les gens se retrouvent au chômage ou sans emploi, inoccupés, donc sans revenus et sont donc dans l'incapacité d'atteindre cette prospérité individuelle que chacun peut légitimement atteindre, en tout cas dans une société bien ordonnée. De même, dans l'ordre religieux, j'étais encore à la messe il y a peu de temps, mais tout le monde a pu constater que, par exemple, le pape François, allant à l'ONU, adoubant une sorte de système mondialiste globalisé, n'a pas cité une seule fois le nom du Christ. Nous nous retrouvons à la messe avec des prêtres qui nous exhortent à accueillir toute la misère du monde, mais qui ne parlent à aucun moment du salut de nos âmes. Pourtant, le rôle de la religion, en tout cas pour un catholique, c'est essentiellement, prioritairement, le salut des âmes, et non pas l'accueil des immigrés lointains. On voit que chaque ordre, et l'ordre politique, nous le disions depuis le début, est de même inversé, faisant de la morale, faisant de l'économie, faisant de la nouvelle religion New Age, du Nouvel Âge, mais ne faisant plus du tout de politique, ne s'intéressant plus à la sécurité du peuple, à la justice. La justice est un très bon exemple. Pourquoi les policiers, nous parlions tout à l'heure, ont manifesté devant le garde des Sceaux? Parce que systématiquement, les magistrats libèrent les quelques truands qui sont arrêtés par la police. Voilà. Aujourd'hui, il est plus facile d'être malfaiteur qu'un type honnête. Nous parlions tout à l'heure avec Philippe Champ de la légitime défense. Il est extrêmement grave de voir que dans notre société actuelle, si nous faisons œuvre de justice en pourchassant notre agresseur, c'est nous-mêmes qui risquons d'être poursuivis par les institutions judiciaires.
nous marchons littéralement sur la tête. Oui, je me permets non pas de vous interrompre, mais de souligner la profonde véracité de ce que vous venez de dire. On entend, y compris dans notre famille de pensée, ce refrain selon lequel on ne doit pas se faire justice soi-même. Comme si le but n'était pas la justice, mais le moyen par lequel la justice doit être exercée. Évidemment, dans une société normale, on ne peut pas remettre à chacun le droit un droit de justice systématique. L'État est là pour cela, justement, pour essayer de dépersonnaliser la mise en œuvre de la justice. Et c'est tout à fait légitime. Inversement, si la justice de l'État ne rend plus la justice, mais établit entre la victime et l'agresseur une relation idéologique, eh bien, évidemment, la justice n'étant plus rendue, chacun retrouve par le fait même son pouvoir de rendre la justice. J'ai été très frappé, moi qui ne suis pas juriste, j'ai été très, très frappé et très dépité de voir dans le nouveau code pénal le rajout de la phrase concernant la légitime défense qui pratiquement revient à la suppression pure et simple de la légitime défense. Ce qui signifie que l'auteur de l'agression, voire l'auteur du crime, a toutes les chances de ne pas être puni. Vous parlez, Philippe, de la condition de la proportionnalité, oui, tout à fait. Dans la réponse. Tout à fait. C'est un pur scandale, et qui détruit la justice, car établir la balance égale entre l'agresseur et l'agressé détruit l'ordre social. Je me souviens d'une formule de Badinter, l'homme néfaste, l'un des hommes néfastes de cette République, qui disait à peu près ceci: le terroriste a des droits, ou le terroriste est aussi un citoyen, ou quelque chose comme ça. Eh bien non, précisément. Précisément, celui qui viole l'ordre social, parce qu'il viole l'ordre social, n'a plus aucun droit à bénéficier des garanties de l'ordre social. C'est un point fondamental de l'équilibre politique, un point fondamental de la justice sociale. Celui qui se sort de l'ordre social ne peut plus prétendre, après cela, bénéficier du soutien de l'ordre social. Il y avait un adage qui était que nul ne peut invoquer sa propre turpitude. Les criminalistes connaissent bien cette formule. Nul ne peut invoquer sa propre turpitude. Et bien de nos jours, tout le monde peut invoquer sa propre turpitude. Tout le monde peut invoquer sa propre turpitude. J'entre chez quelqu'un pour le voler, eh bien je reçois un coup de poing dans la figure. C'est celui qui m'a donné le coup de poing qui risque d'être puni. Eh bien, je dis qu'avec des systèmes, avec des conceptions pareilles, on est complètement sorti de l'ordre social. Et il est légitime que chacun retrouve son droit de justice. Ce n'est pas revenir à la justice privée, pas du tout, c'est pas du tout ça. C'est redonner à chacun les conditions d'être sûr de bénéficier des règles de la justice. Philippe, je vous provoque, mais si les terroristes n'ont pas de liberté, validez-vous l'adage « pas de liberté pour les ennemis de la liberté ». Mais que voulez-vous dire? La liberté, ce n'est pas de faire n'importe quoi. Si la liberté, c'est de faire n'importe quoi, cela revient à établir l'anarchie. La liberté, c'est pas de faire n'importe quoi. La liberté, c'est d'accomplir les actes conformes à sa nature. La première nature de l'homme, c'est la nature sociale. Rappelez-vous la parabole du petit poussin. Correspondre à sa nature. Correspondre à sa nature, ça veut dire se trouver dans les conditions naturelles qui permettent l'épanouissement de chacun. Et l'épanouissement de chacun, ce n'est pas de faire n'importe quoi. Rappelez-vous, chez les Grecs, transgresser l'ordre des dieux, l'hubris, était considéré comme le pire des péchés. C'est le péché irrémissible. Lisez les Métamorphoses d'Ovide, comment ceux qui violent l'ordre voulu par les dieux sont sanctionnés d'une façon absolument terrible. C'est ce qui pend au nez de notre société. De nos Prométhées et autres Icare. Exactement.
Exactement. Et justement, à l'hubris correspond la vertu de la tempérance. Oui. Et vous parliez avant l'émission, ça m'a beaucoup intéressé, aux fondements du bien commun, qui sont notamment les 4 vertus naturelles, parmi lesquelles la tempérance, aux côtés de la prudence, la justice et la La force. force. La première, c'est la justice, parce que c'est celle grâce à laquelle il s'agit de la justice distributive, celle que de nos jours on qualifierait d'inégale. Mais la justice, c'est de rendre à chacun selon ses besoins. Et la force, c'est la capacité à établir la justice. La prudence, c'est la réflexion qui permet l'exercice de cette force, comme la tempérance. Bon, si ces vertus ne sont pas réunies, eh bien, il ne peut pas y avoir de mise en œuvre du bien commun. Le constat est assez terrible, mais je pense qu'on ne peut que le valider. Alexandre Proval. Oui, alors même si Aristote, je crois, considérait que la prudence était la première des vertus en politique, la première des vertus, comme vous l'avez souligné, dans l'ordre social, c'est la justice. Cette justice réclame l'usage de la force, également vertu cardinale, et la force, aujourd'hui, devrait être incarnée par ce qu'on appelle les forces publiques. Donc l'armée, évidemment, ça c'est la défense extérieure, et les forces de l'ordre, gendarmerie, police. Le problème, c'est qu'étant ordonné à une justice elle-même inversée, les forces de police, les forces de l'ordre, sont en République française systématiquement des forces de soutien, non pas de l'ordre, mais du désordre, ou alors d'un ordre asocial. Non, pardonnez-moi, mais je vous interromps. Vous pouvez tout à fait légitimement parler de désordre. Ces prétendues forces de l'ordre sont, je maintiens ma formule, les forces du désordre social républicain. Les forces du désordre social républicain. Lorsque, je sais ce dont je parle, lorsque des officiers de gendarmerie accusent, il y a d'ailleurs, pardonnez-moi, je m'interromps moi-même, je me souviens qu'à un moment donné, à l'occasion de ces manifestations-là, il y avait eu dans une revue militaire, une revue professionnelle, il y avait eu un article d'un officier de gendarmerie, un capitaine, si je me souviens bien, qui appelait les manifestants, qui les désignait comme étant des ennemis. Et cet article avait fait l'objet d'une réponse très éloquente du général Dary, qui reprochait à cet officier de gendarmerie de considérer les manifestants en faveur, ceux qui manifestaient contre le mariage dit pour tous, il lui reprochait de les considérer comme des ennemis. Eh bien, je suis bien fâché de dire que entre le général que l'on prétend un homme de droite et qui est parvenu au plus haut niveau de la hiérarchie militaire républicaine, et le capitaine de gendarmerie, c'est le capitaine de gendarmerie qui a raison. Il est vrai que nous sommes les ennemis de ce gendarme. Il est vrai que ce gendarme est notre ennemi, car c'est ceux qui s'opposent à ce qu'on appelle le mariage pour tous, qui sont les forces de l'ordre véritable, celui qui permet à la société de durer, celui qui s'emploie à lutter contre ceux qui veulent que la société dure, que la société progresse en assurant le bonheur de chacun, sont les forces du désordre. Ce n'est pas à la société civile de fixer les conditions de l'ordre social. Cela est imposé par la nature des choses. Donc je dis bien que ce général s'illusionne, alors que ce capitaine de gendarmerie a raison. Il a raison. Nous sommes ses ennemis, comme il est le nôtre. Alexandre Preval. Oui, très très saine parole qu'il faut répéter absolument à tous les militants qui nous écoutent. La police, en tout cas en République française, est toujours notre ennemi. Je voudrais, peut-être qu'on finira là-dessus, mais dire un mot de Charles Maurras qui nous a tous beaucoup inspirés. Maurras, je crois, parlait de l'ordre des matraques. C'est ça l'ordre des flics. C'est ça l'ordre de la République. Nous défendons l'ordre ainsi
ainsi que l'a dit à l'instant Philippe Champ, l'ordre justement, tautologiquement, qui ordonne, c'est-à-dire qui met les choses à leur juste place. Et non pas l'inverse, nous vivons dans un monde qui désordonne, un monde de désordre qui met les choses là où il ne devrait pas être. La morale là où il ne devrait pas y en avoir, la compassion là où il ne devrait pas y en avoir, la religion là où il ne devrait pas y avoir. En revanche, elle ôte la force de là où elle devrait être, elle ôte la justice de là où elle devrait être. Nous défendons, nous, cet ordre naturel contre l'ordre des matraques. Et l'ordre des matraques est réalisé essentiellement par la police et la gendarmerie. Quiconque parle à la police n'est pas l'enfant de la Vierge Marie. Merci Alexandre Apreval pour ces mots édifiants de conclusion. Merci beaucoup Philippe Champ. Il est maintenant temps de passer à la chronique. Alors, politique d'abord. Cette sentence est peut-être celle que l'on a le plus retenue de Charles Maurras, et c'était tout le thème de cette émission. Ce mot d'ordre nous invite à nous intéresser à la notion de politique. Et c'est vers Carl Schmitt qu'il faut se tourner, éminent juriste allemand qui a vécu de 1888 à 1985. On a parfois tendance à ne pas lui faire justice, parce que, comme disait Julien Freund de lui, Carl Schmitt a plus été jugé à l'aune de l'histoire que pour son brillant travail de juriste en droit public et en sciences politiques. Son ouvrage sur la question s'intitule, comme il se doit, « La notion du politique », et il a été publié en 1933. Carl Schmitt part du postulat que la notion de politique existe bel et bien sans l'État. C'est-à-dire que, pour simplifier la pensée de Carl Schmitt, même sans État, les hommes sont poussés à vivre de façon organisée, de façon policée. État et politique sont donc forcément liés, mais la politique existe, même si l'État n'existe pas, périclite ou disparaît. Il me paraît important de souligner un autre point de l'ouvrage de Carl Schmitt, à savoir le critère ami-ennemi. Je cite Carl Schmitt. « Le sens de cette distinction de l'ami et de l'ennemi est d'exprimer le degré extrême d'union ou de désunion, d'association ou de dissociation. L'ennemi politique ne sera pas nécessairement mauvais dans l'ordre de la moralité ou laid dans l'ordre esthétique. Il ne jouera pas forcément le rôle d'un concurrent au niveau de l'économie. Il pourra même, à l'occasion, paraître avantageux de faire des affaires avec lui. Il se trouve simplement qu'il est l'autre, et il suffit pour définir sa nature qu'il soit, dans son existence même et en un sens particulièrement fort, cet être autre, étranger, et tel qu'à la limite des conflits avec lui soit possible, qui ne saurait être résolu ni par un ensemble de normes générales établies à l'avance, ni par la sentence d'un tiers réputé non concerné et impartial. » Voilà pour cette longue citation. Ce qu'explique ici Carl Schmitt, c'est que l'opposition qui s'observe par la distinction ami-ennemi est intrinsèque à la politique elle-même. Elle fait partie de son essence. D'une part, le conflit fait partie de la nature humaine, mais la nature humaine comprend aussi, d'autre part, cet élan vers une communauté d'intérêt et d'action. Cette communauté d'intérêt et d'action me rapproche des membres d'une communauté, et à contrario, m'éloigne d'autres personnes, qui seront bon gré mal gré mes ennemis. C'est ce que Carl Schmitt résume ainsi. Aristote rapporte ce que de nombreux sages disent et pensent, et il le dit avec eux, l'amitié et la guerre sont à l'origine de toute institution et de toute destruction. La disparition actuelle de la figure de l'ennemi du champ politique est le symptôme le plus marquant de la disparition du politique. Le conflit doit aujourd'hui être totalement évacué. C'est ce que l'on entend par tolérance, humanité, accueil de l'autre, ouverture des frontières, mais aussi métissage, melting pot, enrichissement culturel, etc., etc. Il ne manque pas d'imagination sur ce sujet et l'on saurait être exhaustif. Si le conflit est évacué, la politique est évacuée. Il n'y a en effet plus de nous, plus de eux, il ne reste que des citoyens du monde, notion absurde s'il en est. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que des individus, des atomes, voire des amibes sans racines, sans communauté, disposant d'une totale liberté de feuilles mortes. L'idéal d'aujourd'hui, c'est l'apatride de synthèse, dont le seul foyer sont les halls d'aéroports internationaux. S'il n'y a plus de politique, il ne peut y avoir mieux qu'une gouvernance, c'est-à-dire un management technocratique des ressources territoriales et humaines.
S'il n'y a plus de politique, il ne peut rien avoir de proprement humain. La société dégénère en dissociété. S'il n'y a plus de politique, les autres ordres disparaissent. Ainsi, la contemplation devient impossible, voire l'économie elle-même. Si les murs de Syracuse tombent, Archimède est égorgé, et il n'y a pas de théorème. Il y a 10 ans, l'affaire Stavisky. Paris, 6 février 1934. Tous s'apprêtaient à manifester contre la carence de la justice et l'incurie du régime qui va amener la guerre et la défaite dont nous supportons actuellement les conséquences. Des mesures de précaution sont prises par le gouvernement. Des renforts de police et même des troupes venues des environs de Paris défilent dans les rues. Les abords de la Chambre sont gardés. Vers la fin de l'après-midi, les premières bagarres éclatent place de l'Opéra. Peu après, la foule est dispersée place de la Concorde. 2 heures plus tard, au même endroit, l'ordre est donné de tirer sur la foule. Le lendemain, ces en-têtes de journaux montrent que les manifestants avaient obéi au même mot d'ordre provenant des partis les plus opposés. Partout ça ne va pas, la crise par-ci, la crise par-là, on se plaint jour et nuit, on se lamente, on s'ennuie. La crise est la cause de tout, même Crésus est sans le sou. Il gagne du 100%, mais se fait du mauvais sang. Il existe un moyen pour le temps d'être toujours content, c'est de croire que tout est mieux, tout délicieux, tout merveilleux, et de chanter à Dieu. La crise est finie, la crise est finie, nous vivons dans l'âge d'or. La crise est finie, la crise est finie, oh, crions le bien fort. On voit les jeunes et les vieux jusqu'au bébé chanter joyeux, tralalala, et répéter en chœur. La crise est finie, la crise est finie, nous nageons dans le bonheur. On dit autrefois, on était heureux comme des rois, la vie était pour rien, et l'on vivait si bien. Le puretin comme le rentier se baladait toujours à pied, l'été pour prendre le frais, dans le train se fait un peu de frais. Maintenant les petits comme les gros leur roulent qu'en auto, dans les cercles, les casinos leur coulent, à flot rien n'est trop beau, car visons le trop haut. La crise est finie, la crise est finie, nous vivons dans l'âge d'or. La crise est finie, la crise est finie, oh, crions le bien fort. On voit les jeunes et les vieux jusqu'au pépé chanter joyeux, tralalala, et répéter en chœur. La crise est finie, la crise est finie, nous nageons dans le bonheur. La crise est finie, nous nageons dans le bonheur. Chers auditeurs, je vous remercie de votre attention. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Fréquence Orage d'Acier. Et souviens-toi, si c'est ton premier soir, tu dois combattre.